Loin de la bataille, au sommet d'une petite colline, Fleur de Lys est venu se glisser entre les deux témoins officiels de l'affrontement. Le héros d'armes anglais à sa droite et le français, Montjoie, à sa gauche, sont debout de part et d'autre de la catin dont ils caressent chacun une fesse à tour de rôle, en fonction de ce qui se passe dans le combat, là-bas. Quand les Anglais ont le dessus, la aussi coureuse de rempart se fait malaxer la fesse droite. Mais si les Français semblent reprendre l'avantage, c'est la fesse gauche qui se trouve caressée. En tenue d'apparat, les deux émissaires, dans leurs mains non peloteuses, tiennent la traditionnelle baguette blanche indiquant leur fonction, de chaque côté de la ribaude, aux épaules couvertes de son obligatoire châle jaune, par-dessus sa robe blanche qui ondule dans l'air. En face des trois impassibles, le vent de la Manche charrie jusqu'à leurs narines des odeurs de sang, venant se mêler à celles des dernières roses qui ont poussé en haut du monticule. Fleur de Lys découvre des étincelles de fer percutant d'autres fers faisant couler un sang rouge, semblable à celui de ses règles, qui s'en va par les longs sillons de la terre rejoindre les nombreuses flaques du terrain impraticable. Elle voit que les Français en péril vacillent et reculent, poussés par la colère ennemie. En des volutes de sueur perceptibles depuis le monticule, il flotte une bestialité, une volonté des Langbaumen de bousiller ces nobles à tête d'acier qui, selon leur jeune roi, avaient juré d'aller les amputer de 3 doigts. La pute à soldat sent ceux du héros qui lui pince fort la fesse droite. Elle ne pivote pas pour le gifler. Elle ne reste attentive qu'à cette bagarre de rue à l'échelle industrielle où la peur anglaise de la veille s'est métamorphosée en délire de haine. Stress, décharge d'adrénaline, excitation, exploits sportifs de ces hommes essoufflés par les combats à mort. Là-bas, on extermine de l'éphémère humanité dans des trépas inutiles. Beaux yeux verts, aux contours très assombris de fatigue, lui donnant l'air d'être maquillé de chaque côté d'un joli nez droit, dominant une longue bouche close dont la lèvre supérieure déborde un peu celle du dessous, en tremblant près d'un petit menton rond, Fleur de Lys n'a pas du tout la tête rentrée dans les épaules. Il se dégage d'elle une noblesse peu commune dans le secteur, malgré la foison de comtes, barons, lords et tout le tintouin. Sa chevelure châtain, rassemblée en vrac derrière le crâne, laisse échapper sur les côtés des hasards de mèches aux courbes étonnamment artistiques. Ses joues paraissent un peu s'emplir d'un chagrin qui prend le ventre, alors que son regard reste fixe et dur, quoique non loin des larmes. À quoi pense-t-elle ? Sous des sourcils bien dessinés, la ribaude demeure bouleversante. On voudrait la prendre dans ses bras, mais bon, il faudrait aussi accepter de la partager à tout va. C'est triste, c'est la vie. D'où elle se trouve, cou rigide et regard perçant dirigé loin devant, elle voit tout de même ce duc qui bascule sur son porte-étendard. À perte d'haleine, la piétaille anglaise va sur la grande et rouge oriflamme de la mort qui avait dévoilé l'intention impitoyable de l'armée française. Maintenant, elle se chiffonne dans la vase parmi d'autres pauvres drapeaux en loques. Des bannières étincelant de motifs glorieux s'étirent et se déchirent sous les pas. La cape d'un comte, armoriée de 2 dauphins verticaux percutant leur ventre, tombe dans une flaque. Les cétacés retournent à l'eau. Les Anglais déploient toute leur intrépidité tandis que les Français n'ont aucune agilité. Ils ne sont que capables de frapper de leur épée comme des machines balourdes. Ah, qu'il y a du deuil dans l'air! Fleur de Lys scrute cette boucherie monstrueuse, ces débordements d'atrocités entre les rassasiés et les affamés qui s'empêtrent parmi les morts et les blessés. C'est sidérant. L'affrontement a bâti un long mur de cadavres de grands seigneurs et chevaux traversant le champ de bataille sur toute sa largeur et d'une hauteur supérieure à celle d'un homme. Les Français qui s'y trouvent devant, finalement trop gênés par leur armure face aux dingues à poil, ne parviennent ni à les attaquer, ni à battre en retraite à cause du haut rempart de corps derrière eux qu'il leur faudrait escalader. Les très nombreux de l'avant-garde qui s'y risquent quand même, pour déguerpir, sont déçus d'être percutés par l'arrivée massive des soldats du corps de bataille principal, grimpant, de l'autre côté, par-dessus l'amas de dépouilles, alors ils doivent retourner, sans joie, affronter l'adversaire. Étrange armée française dont le 2e corps se précipite en avant,
alors que le premier cherche à fuir en arrière. Ça devient pire quand le troisième, commandé entre autres par le seigneur de Dammartin, décide de lancer à son tour une contre-attaque pendant que la pute à soldat sent une main voluptueuse s'animer sur sa fesse gauche, mais ça dure peu. Les arbalétriers, nobles de basse naissance et soldats d'occasion qui ne peuvent rien voir, bousculent les combattants devant eux, mais ils poussent tant que tout vire au désastre et Montjoie ôte vite sa paume du cul de la catin. La pression exercée par l'arrière est trop forte. Quand des guerriers choient, les suivants les piétinent. Tentant de porter secours, le troisième corps de bataille pousse les deux premiers vers les haches. Ça fait comme une viande tassée vers les dents d'un hachoir dont je ne sais qui tournerait la manivelle. Rangés par rangée, les nobles accoutrés sont forcés d'escalader le grand monticule à la rigidité cadavérique pour devoir ensuite, malgré eux, redescendre l'autre versant vers les « non mais ils sont timbrés, ça va pas la tête, sont plus des humains ça ». Et l'aristocratie alors ? Ne comprenant pas la langue locale, les fantassins anglais venus des bas quartiers de quelques cités dangereuses se contentent d'accomplir leur besogne meurtrière. Par vagues d'assauts directs, ils se ruent à l'attaque à mort des hommes en armure glissant en lave du tas humain. La viande leur arrive, ils la hachent menue. On est passé du combat à la boucherie systématique. Ils vont même jusqu'à porter à l'horizontale des fers vêtus morts qu'ils utilisent à la façon d'un bélier, mais pieds devant pour que les métalliques longues poulaines pointues crèvent des ventres. Ah, ils sont quand même... Du côté français, la masse qui suit pousse les précédents vers la mort. C'est l'apothéose du pire. Montjoie croise les bras tandis que la fesse droite de la ribaude rebondit dans tous les sens. Prenant la mesure du désastre apocalyptique, celle au châle jaune voit sur le tas français des hommes, dont sans doute plusieurs amants furtifs, qui dévalent, visage en avant pour aller se noyer dans des flaques. C'est grotesque. Sous la bataille, parmi des corps enchevêtrés, Charles d'Orléans, contrairement à Fleur de Lys très à l'écart, ne voit rien du combat mais entend tout. Les cris rauques des hommes de l'armée anglaise, les fracas métalliques et les gémissements des blessés auxquels il est mêlé. Il y a au-dessus de lui des hurlements d'agonie et des « hurrahs » d'archers. Profondément englouti sous la haie de cadavres parce qu'il a été l'un des premiers renversés, mais quand même après quelques autres qui lui évitent de se retrouver trop enfoncés dans la boue où plusieurs se sont noyés, coincé mais protégé entre deux carcasses d'équidés sur le flanc, dont celle d'un cheval qui bande en mourant comme si c'était le moment, le neveu du roi en vert, dont le règne bascule dans le chaos, halète à plat d'eau. Lui qui n'avait envisagé son avenir que du haut des donjons de ses châteaux se trouve enfoui sous le drame historique. Stupéfait de ressentir son destin à l'envers, il se demande « Qu'est ceci ?» Et s'il lui faut s'y résigner dans un sourire ou s'en lamenter à mots chuchotés, il fait son choix. C'est à se briser la tête de réprimander le destin qui ne se résout à rien. Il faudrait être bien bête. C'est à se briser la tête de réprimander le destin. Vient-il donner sa fête? Je l'entends faire danser quelques-uns, les autres il les maltraite. C'est à se briser la tête. Voilà le retour du poète qu'il aurait dû se contenter de demeurer. L'abri d'un troisième cheval éventré, étalé en travers sur les deux qui le serrent, l'empêche d'être étouffé par le poids de tant d'autres combattants qui tombent encore par-dessus lui. Désormais, là, Charles d'Orléans qui la ramenait n'ose plus aboyer après tout le monde. Il faut le comprendre, un vaincu ne peut pas grand-chose. Lui qui entendait faire régner la terreur à travers les rangs anglais, c'est raté. Dans la boue jusqu'au ras des oreilles, et débordant un peu sa lèvre inférieure, à 21 ans, il perd sa jeunesse en grand tourment et avale aussi maints soucis sans mâcher, mais il cherche à s'encourager. Ne souhait qu'à toi, dorénavant, que le reste t'importe peu. Dans ce bourbier périclitant, ne souhait qu'à toi, dorénavant. Ressens, écoute et parle peu, le destin décidera. Ne souhait qu'à toi. Parce qu'il remue un peu les épaules contre une pièce de soie que les spalières de son armure écorchent, il perçoit le bruit de la déchirure de sa bannière, illustrée d'un serpent couronné qui avale un enfant, mais c'est maintenant la terre, en glougloutant, qui avale le jeune prince. Dans le noir,
en dessous du très haut niveau sonore de l'engagement, filtré par l'accumulation des corps, l'effroyable boucan de la bataille, au tympan de Charles d'Orléans, se métamorphose en musique. Des clameurs devenant des pleurs, des jurons et des « han » d'égorgeurs, d'autres braillements de souffrance apportent étrangement à ces chansons quelques paroles légères. « Quand je me mettrai à voler, me sentant porter sur des ailes, mon bien-être sera tellement grand que je crains de prendre l'essor. Malgré de beaux cris et des leurres, mon cap sera le vent plaisant quand je me mettrai à voler, me sentant porter sur des ailes. Il me faut encore rester longtemps dans cette cage, mais quand j'en aurai terminé, à la redécouverte du temps doux et clair, on devra me pardonner quand je me mettrai à voler. » Le neveu de Charles VI entend ensuite là-haut, à sa verticale, grâce à des trous d'air filant entre les dépouilles agglutinées, « Non, non, ne me frappez pas! Je suis Robert de Marle, le comte de Soissons, et je me rends! Voyez, en signe de reddition, je retire mon gant que je vous tends. » « Are you rich? » Alors que les nobles français, continuant d'être poussés par l'arrière-garde, arrivent à leurs dépens en haut du mur constitué de centaines et de centaines de cadavres, les Anglais d'en face, les voyant descendre, font leur course parmi eux. Tels qu'au marché, ils sélectionnent les plus beaux produits. Les petits seigneurs de village simplement couverts des anneaux d'une cotte de maille les intéressent si peu qu'ils les fendent d'un coup de hache entre les yeux. Celui-là, par exemple, en louche et tombe. Ça lui apprendra à s'être présenté à l'ennemi jambes dans de misérables braies aux aiguillettes de cuir. Pareil pour ceux vêtus d'un gambison bourré de crin. Ils ne valent rien, donc sont tués avec une laide efficacité, puis balancés sur les côtés comme des coquillages cassés. Mais si s'approche le métal d'un plastron décoré des gouttes d'argent d'un ouvrage d'orfèvre, alors là, viens un peu par là, toi. Are you very rich? Oui, très, mais moral miné en découvrant la situation désespérée. Selon les us de la chevalerie française en pareille circonstance, je me rends à vous. L'archer qui l'a pris en a grande joie, et par geste lui fait signe de tendre son gant droit, de virer son bassinet et de jeter ses armes. Conformément aux usages chevaleresques dont sont pétris les princes, le devenu prisonnier, devant être mis à rançon, ôte aussi le capuchon de cuir qui libère sa longue chevelure tout en donnant sa parole d'honneur de ne plus participer à la bataille. Celui qui l'a capturé le pousse hors de la furie du champ pour, le long de la forêt de Tramcourt, le conduire jusqu'à Maisoncelles. Pauvre gars recruté dans une taverne, il a trouvé la fortune. Quelquefois, ça se passe moins bien. J'ai 8 ou 9 000 ducats tant en or qu'en vaisselle d'argent et en joyaux, mais si soigneusement cachés que moi seul pourrais les retrouver, et spécialement 5 à 6 000 ducats que j'ai dans de petits coffres ferrés en rivière près des premiers contreforts du pic du Lisieux, à 1 lieue du pays d'Auvergne. « Oh là là, ça va être trop compliqué », estime le soldat de base anglais qui assène un coup de hache derrière les genoux du casier auvergnat. S'il en réchappe, il aura quand même du mal ensuite à danser la bourrée. Tant de longbowmen qui se sont engagés afin d'éviter des punitions pour vol, violence ou crime, ici se régalent en toute impunité, allant jusqu'à s'octroyer le droit de faire les difficiles. « Et toi, habillé en fer de peau d'aisance, t'as quoi? Réponds ou je te tue comme au coin d'une rue. » Je suis né au château que l'on dit de Beau-Déduit que feu mon père tenait en foi et hommage de l'évêque de Limoges. Depuis 18 ans ou environ, ce château, par le temps des guerres qui sont au pays, a été entièrement détruit et abattu, et à présent il ne m'en reste aucun édifice, mais l'endroit seulement que je vous cède en échange de ma vie. Aucun intérêt, je veux pas m'emmerder pour un terrain vague. Le hobereau, d'un coup de bec de faucon contre sa tôle non résistante, se trouve mis en perce comme les tonneaux de vin auxquels il s'abreuvait la veille. Près de lui, qui se vide à terre, un jeune gentilhomme, campagnard, soulevant sa visière, supplie « Épargnez-moi, je ne suis marié que depuis 2 ans, j'ai épousé une mariotte marchesse de laquelle je n'ai encore aucun enfant. Rien à foutre !» Mise à mort rapide, puis on passe au suivant. Tandis que la bataille continue de gronder en un continuel orage de fracas métalliques, 3, là, désignent le même duc dont ils veulent tous faire l'acquisition. « Je le prends, il est à moi. Non, à moi.
C'est la victime qui remet de l'ordre parmi eux. C'est quand même un comble. Menez-moi courtoisement et ne vous disputez plus ensemble de ma prise, car je suis suffisamment aisé pour faire riche chacun de vous trois. Bon, alors, dans ce cas, qu'il y en a grande foison des personnages de haut rang mis à finance. Parfois les archers ne se souviennent plus lequel ils ont arrêté. Ah, nom de Dieu, mais quel merdier, une vache n'y retrouverait pas son veau. Les Anglais en foule, à la queue leu-leu, tel un courant, longeant les taillis, bordant le champ bouillonnant de violence, ramènent leurs troupeaux de prisonniers, appelés messe-seigneurs, jusqu'auprès de Maisoncelles, où après leur avoir demandé leur nom, ils les rangeront selon leur rang, puis discuteront du montant des rançons. Pour l'instant, progressant près d'armures ensoleillées, scintillantes comme des jours de fête, dans lesquels se trouvent des sources de grands profits, ils n'en espéraient pas autant. Alors, ils fredonnent une ballade anglaise. « Oh, richesse, richesse, tu t'éveilles donc pour aller sur notre île !» Les capturés aussi vont, tranquilles, sachant qu'ils auront la vie sauve selon les lois de la guerre communément admises. Un baron aux spalières couvertes de plumes de jeune autruche admet, sans ressentir d'humiliation, « J'acquerrai plus d'honneur en gardant mon corps qu'en mourant à la bataille. » Alors ils sont là, sans doute plus de 1000 allant en affaires. Henri V, à la tête du bataillon central d'arrière-garde, tourne vers eux son œil valide et n'en revient pas. Il inspire, profondément, pour lancer un ordre, quand Lord Camoys, depuis le bataillon gauche, l'interpelle. « Sire, regardez, devant !» Grâce à l'abandon du champ de bataille par un si grand nombre d'archers qui conduisent leurs riches prisonniers en haut de la pente, à la bascule du plateau, les Français reprennent du poil de la bête. Là-bas, à l'ouest, sur le monticule, une petite pute doit sentir une main rassurée et baladeuse contre sa fesse gauche. Les pauvres cupides marchandeurs de rançons, ayant pris la tangente pour négocier, ont redonné confiance à leurs adversaires restés en place. La victoire de l'armée de Charles VI paraît même soudainement envisageable. Donc, le coup, pourtant fort mal engagé, serait jouable. Ils en sont très étonnés. L'écrasement des Anglais redeviendrait à leur portée comme ils en étaient certains la veille. Quel retournement de situation! Profitant des larges brèches apparues dans les lignes ennemies qui lui ouvrent maintenant un passage face au Lord, le corps de bataille, ayant franchi le mur de viande morte, s'organise sous les ordres des comtes qu'il commande, dont celui de Vaudémont, exigeant « ramasser les lances tombées des grands seigneurs oxy de l'avant-garde et former un bataillon à peu près aussi nombreux que l'ensemble de ceux d'en face dirigés par le duc d'York, son royal neveu et Camoys. » « On pourrait tenter autre chose ?» suggère le comte de Roussy. « Non, pas d'innovation, la tradition. Et ils vont voir comme on se bat, noble contre noble, dans la chevalerie française. » Il est vrai, abonde dans le même sens le comte de Grandpré, que plutôt de se trouver capturé par leurs gens de trait, il est autrement plus raffiné de se jeter sur un combattant de son rang et le vaincre. « Ah, maudits Anglais, vous avez commencé par nous faire danser !» surenchérit le comte de Blamont. « Eh bien, notre tour, pour parler net, de vous ramoner. Quant à moi, me voilà disposé à égratigner vos boyaux. »« Tout le monde est en place ?» demande Vaudémont. « Alors à l'assaut, nous avons des ventres à crever, la couronne anglaise à cueillir !» Le soleil, derrière la forêt de Tramcourt, fait passer des traits de lumière dans les gouttes des feuillages, et l'escadron français s'élance à l'attaque. En face, le roi d'Angleterre donne à son tour le même ordre. Les Français, parvenant dorénavant à avancer, car le sol est recouvert de cadavres, par-dessus lesquels ils s'enfoncent moins que dans la gadoue, réussissent même à lever haut leurs genoux pour se mettre à courir. En première ligne, Grandpré, qui bombe fièrement son buste, hérisse la lance ornée du fanion d'un prince succombé, puis la rabaisse, prêt à piquer, tout en entraînant les autres. « Allons, suivez-moi, vous ne me verrez jamais me retourner, mais toujours aller de l'avant !» Ensuite, c'est au pas saccadé sur des décédés, il n'y aura pas besoin de lisier pour les récoltes prochaines, que les troupes ennemies, armées de tiges de frêne à grosses pointes en fer, foncent l'une vers l'autre. Les nobles combattants des deux camps filent attaquer leurs homologues afin de connaître la gloire. « Sus, après eux, compère !» s'exclame Blamont. « Moi, je veux du lord de ma classe et plus tard dire que j'ai tué le roi d'Angleterre. J'en ai fait le pari avec le duc d'Alençon. » Presque 1000 hommes d'un côté s'apprêtent à en percer autant de l'autre.
Les archers encore présents sur le champ de bataille ne veulent pas se mêler à cet affrontement ponctuel qui a ses codes. Ils préfèrent s'écarter sur les ailes pour, à leur tour, y faire des réquisitions tarifées. Pendant ce temps, la masse mouvante des fers vêtus de l'arrière-garde anglaise, jusque-là restée passive, s'aveugle brusquement de furie autour de la couronne qui, lui, soudée au casque d'Henri V, et on sent que ce n'est pas pour la courtoisie d'un tournoi, afin d'épater les dames. En chargeant sur 4 lignes successives, les hommes du bataillon français poussent un grand cri pour se donner du cœur à l'ouvrage. Presque au point de rencontre, les lanciers de Charles VI calculent la poussée de leurs lances en prenant appui, comme il se doit, sur la jambe opposée, mais on n'entend aucun choc d'entrecroisement métallique, car les lances des Français, ayant été tranchées par le milieu juste avant la bataille, ont leur extrémité qui ballotte maintenant inutilement dans le vide, alors que les 2 fois plus longues tiges de frêne, intactes des Anglais, traversent de part en part des adversaires venus de Caen, Sens, Mâcon, Senlis ou Meaux, qui, de leurs paumes libres, se tiennent aussitôt le ventre. Tous les Français du premier rang se trouvent transpercés au même instant par des coups d'estoc portés à travers les points de faiblesse des armures. Le bras droit arraché de Vaudémont ne pend plus que retenu par sa spalière, inondée de sang. Beaucoup d'embrochés stupéfaits trébuchent et tombent à genoux avec leurs 40 kilos d'armure qui les font rouler parmi des armes éparses. Hector de Dreux, entre autres, a été crevé ainsi que ses frères. Philippe de Bourgogne, adoubé chevalier la veille, se meurt en suffoquant alors qu'avec panache le 2e rang fonce à son tour, suicidaire pour le même résultat. Oxy, le duc de Bar, et le comte de Fauquemberg. Quelle brochette! Épisode épique plein d'étincelles, de percussions, c'est une fureur nue. Ô désastre! Pitié, jour à jamais célèbre! La moitié de la chevalerie du bataillon a péri en seulement une paire d'assauts de lords anglais. Ceux serrés du 3e rang hésitent, hagards, mais ils vont quand même, faut être bête. Les lances françaises raccourcies de moitié ne peuvent atteindre ni même approcher à moins de 2 mètres des Anglais dont les leurs en mesurent le double. C'est sot. Les combattants du 4e rang, plus raisonnables, fuient, dont l'un qui demande « Il est où le con qui a réclamé qu'on coupe nos lances en 2 ?» Il est sous un tas de cadavres, à rêver des poèmes et s'y lasse. Enverrai-je jamais la fin de vos œuvres, mélancolie? J'aurais préféré une autre voisine. Parmi l'amoncellement s'amplifiant de corps et de souvenirs, Charles d'Orléans, à la jeune tronche éclaboussée de débris d'os et de cervelles humaines, se sent si proche, si loin de la bataille. Presque sans égratignure en son armure, surtout blessé dans son amour-propre, la lassitude l'enveloppe à nouveau de tristes certitudes habituelles en ses ritournelles. Vivante entre des monceaux de mort et alchimiste de la rime, plongé tel qu'au fond d'une cuve remplie d'éléments disparates, il reconnaît là-haut la voix de David de Rambure qui s'adresse à ses fils. « Le Flaming, le Danois, et toi aussi, Philippe, occupez-vous d'aligner tous les arbalétriers qu'il nous reste après la malencontreuse affaire des chevaux, refluant au galop qui en ont écrabouillé des centaines et des centaines. Allez, mes garçons !» Au sommet de la longue colline de corps d'animaux et de combattants tués qui traversent tout le champ, les hommes de trait français, les enjambant d'abord, se juchent en position instable sur des cadavres de compagnons. Les mercenaires et gens de petite noblesse du fond de l'armée, qui ont déjà poussé les 2 premiers corps de bataille à l'abattoir, ne sont pas trop pressés de devoir, eux aussi, franchir le haut rempart de chair humaine et chevaline. Ils préfèrent attendre que les puissantes arbalètes aient provoqué de considérables dégâts, même à grande distance, parmi les rangs anglais devant subir l'énorme force de choc réalisant d'immenses ravages, quoique s'avérant longue à recharger. Dans l'armée française où plus personne ne sait ni quoi faire, ni à qui obéir, et sans reste d'autorité, pour réorganiser le combat en aboyant des ordres, c'est le bordel. Le grand maître des arbalétriers, au-dessus de la dune cadavérique, reprend les choses en main tout en s'esclaffant d'un ton de sanglier éventré. « Si, au début de l'affrontement entre des canons, on nous avait réservé le premier rang, on n'en serait pas là. Gens de trait, commencez votre mise en place de carreau !» Entendant ceci, non loin, le duc d'Alençon déplore « Devoir dorénavant confier son sort à des arbalétriers, c'est vraiment la honte. »
David de Rambure et ses 3 fils, tous vêtus d'une tunique orange sur laquelle sont cousus des bandes jaunes, observent les réglages des différents systèmes à vis, poulies, de ces armes mécaniques en bois des Flandres lourdes de 8 kilos, tout comme en face sont en train de reluquer cela les fers vêtus anglais qui s'en trouvent pris de panique. Après l'affrontement des lanciers perdu 1000-0 par les Français, ou plutôt 1000-1, car le comte de Suffolk ayant glissé dans la vase fut trouvé au sol par un baron, au moins ils n'auront pas été fannis. Maintenant, les Sœurs se méfient beaucoup des arbalètes et battent en retraite, courent sur des corps s'enfonçant dans la glaise, ce qui amuse beaucoup le quinquagénaire grand maître des arbalétriers s'ébrouant d'un grommellement. « Gens de trait, regardez-les qui déguerpissent. Sans état d'âme, tirez-leur dans le dos !» Cordes très tractées au creux de l'encoche se trouveront maintenues en place jusqu'à l'instant du tir. Les arbalétriers soulèvent leurs bras et lâchent la détente des armes. Leurs carreaux partent, mais tombent piteusement à 1,52 m. Plouf! Parce que les arbalètes ont été toute la nuit dernière laissées en tas sous la pluie virulente, contre l'avis de Fleur de Lys, les cordes trempées ont molli et se sont distendues. « Raccourcissez-les, mais pas trop de crainte qu'elles se rompent », commande David de Rambure, « puis réessayez-les. » La pluie a aussi rouillé le mécanisme des arbalètes. Les cliquets cèdent trop vite et expédient, tels qu'au premier jet, les carreaux à moins de 2 pas des tireurs. Maudite pluie! « Eh bien, morte couille !» s'esclaffe le duc d'Alençon. « Heureusement qu'au moment de l'engagement, on ne les a pas mis au premier rang, les arbalétriers. Ah, si notre roi... Si Charles VI avait mené notre armée, ça n'aurait pas été plus fou, reconnaît le grand maître des gens de trait. » Face à eux, au loin, constatant la déconfiture des Français, les Anglais reviennent, d'un pas décidé, en tendant leurs lances, de 4 mètres. Au pied de la longue colline sanguinolente, inclinant, pointent vers le haut, ses longues tiges de frêne, les fers vêtus d'Henri V percent tous les arbalétriers, qui ne peuvent reculer à cause de l'arrière-garde trop tassée dans leur dos, non mais il y a des jours comme ça. Ce lord sourit à David de Rambure qui l'éventre. Un rouge filet de sang coule à sa taille orange et jaune, tandis que près de lui ses 3 fils, également piqués, vacillent et perdent de pied. Les 4 auraient mieux fait d'aller voir si les filles de Ruisseauville sont belles. Traitant les Anglais de chiens allaités par des catins, et avec des étincelles de démence dans les yeux sous la visière qu'ils relèvent afin de porter la voix pour motiver d'autres nobles, plus loin, sur le tas humain, de la nécessité d'une percée éclair, le jeune duc d'Alençon, fougueux et piqué au vif, l'ardeur de la jeunesse, se sentant acculé à vaincre, trouve de l'énergie. Sa haine de l'ennemi héréditaire est plus forte que tout. Pour l'honneur de la France, et principalement de son lignage, piétinant des dos d'arbalétriers étalés, il voit 18 gentilshommes le rejoindre et un qui décampe. « Pourquoi tu t'en bats, toi ? Il ne faut jamais féconder un échec. C'est-à-dire, on n'envoie pas de renfort à des morts. Ta femme aura honte parce que tu auras fui la bataille. Je dirais à ta veuve que tu y es allé, mais de la merde, l'action devient trop chaude et pour ma part, je n'ai pas de vie de rechange. » Hors de lui et excédé, le duc d'Alençon ramasse la hache d'un archer mort, quand même, il y en a, et accompagné par d'autres trop impétueux qui n'auront aucune chance de s'en sortir, il saute du haut rempart de viande pour chercher noise aux Anglais qui le voient arriver en bas. Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre, ainsi que plusieurs membres de sa famille sont immédiatement tués par autant de lances, mais le duc d'Alençon se précipite vers la bannière du roi anglais. Français rempli d'orgueil au risque d'y perdre la vie, dans un fracas de sa hache de guerre qui frappe partout des milords reculants, il se rue vers Henri V entouré de ses gardes du corps. L'oncle du souverain aussi s'interpose. Mal lui en prend. Car, recevant maint coup, le duc d'York suffoque et meurt d'une crise cardiaque. Corps à terre, sa bouche ouverte fait des bulles dans la vase, tandis qu'Alençon tente de frapper de sa hache la tête d'Henri V, qui a le réflexe de la baisser en tombant à genoux. Le roi ne perçoit que le choc, à sa couronne soudée au bassinet, d'un des fleurons arrachés volant en éclats. Audace homérique que le responsable de ce forfait regrette aussitôt. Il m'aurait demandé mon avis, je l'en aurais dissuadé, car, alors qu'il se retire un gant pour le tendre au souverain en se présentant, « Je suis le duc d'Alençon qui a perdu son pari et je me rends à vous », il est massacré à coups d'épée, bien qu'il crie encore qu'il est le duc d'Alençon.
Le roi, remis debout par les gardes du corps, essuie ses poulaines sur la dépouille étendue du volcanique comme sur un paillasson. Grimpant par-dessus le tas humain, le comte d'Aumale, qui mène l'arrière-garde, envoie enfin 800 mercenaires, soldats d'occasion et nobles de basse naissance, à la charge. Pendant ce temps, des brindilles craquent faiblement sous des pas précautionneux dans la forêt d'Azincourt, car Isambard, le petit seigneur local, avance lentement à la façon d'un fouleur qui connaît tous les sentiers sinueux de ce bois très dense. Ayant quitté son piteux castel à créneaux situé en lisière derrière des quantités d'arbres, l'émacier moustachu, quasiment en haillons dans sa cuirasse à demi-épreuve mal ajustée, est suivi par une colonne de 200 paysans du cru qui serpentent à sa suite, en file indienne, contournant des chênes et des hêtres. Ils relèvent doucement des branches, enjambent avec soin des troncs tombés couverts de mousse, des feuilles mortes se collent à leurs chevilles. Ils ne vont pas à la cueillette de champignons, sinon pourquoi porteraient-ils des serpes et des faux aux luisantes lames très aiguisées en un endroit où il n'y a rien à faucher? Celui qui les guide, le rejeté la veille avec mépris par les ducs et les princes dans la tente blanche des hauts dignitaires de l'armée française alors qu'il venait proposer son aide, ondule maintenant tel un reptile pour s'accroupir derrière de gros buissons en l'autre bordure de la forêt. Les cultivateurs du village d'Azincourt s'entassent à ses côtés et ne respirent plus. Devant eux, non loin sur le plateau, ils observent le charroi royal d'Henri V qui n'est sous la protection que d'une dizaine de soldats trop infirmes ou malades pour aller au combat. Sont présents aussi quelques prêtres qui égrènent avec dévotion les perles en os de leur chapelet. L'un d'eux, front baissé, reçoit en pleine tonsure un caillou de silex qui lui éclate le crâne. Les serfs d'Isambard, relevés, avec leurs frondes pour chasser les oiseaux, visent à la tête les gens autour du convoi à bagages du souverain presque sans garde. Le nobliau du coin a eu l'idée de contourner en traître l'armée anglaise, non pas pour l'attaquer par derrière et tenter de renverser le sort de la bataille, dont il se fout, mais afin de piller les chariots personnels d'Henri V. Et ça marche. Pour une fois que quelque chose réussit à un Français en ce jour, ici, se sachant sur ses terres, il considère que tout ce qui s'y trouve doit être à lui ainsi qu'à ses gueux, dont cette bourse qu'il ouvre pour y découvrir pas mal de pièces d'argent et beaucoup en or à l'intérieur d'une première carriole. Alors que la très tonitruante et fumeuse bataille continue à faire rage en bas du champ, à coups de faux et de serpes, les paysans, eux, se lancent en silence à l'assaut des gardes assaillis de tous côtés, puis volent le contenu des véhicules. Ils y délaissent les chandelles de suif et celles de cire, les boîtes d'onguents, les courtes pointes ouatées servant à dormir dessous, pour ne faire main basse que sur les objets de valeur, dont carrément l'officielle couronne royale ornée de saphirs, rubis, perles. Ils s'emparent d'un butin aisé à piller. Belle journée pour eux, happy day, comme dirait, si c'était le cas, un prêtre anglais égorgé dont le sang se trouve projeté au portrait du roi que les gueux négligent parce que, bon, l'art. Il dérobe l'épée d'apparat d'Henri V, incrustée de diamants, et tout son trésor enfermé dans des coffres dont ils feront plus tard sauter les serrures. Un garçon de ferme, nain, bossu, se couvre de la cape royale brodée d'or et bordée de fourrure qui traîne au sol puis se coiffe de la couronne. Ses complices rient en plaquant une paume contre leur bouche pour ne pas faire de bruit. Très fructueux larcin rapidement accompli, puis, chariot vidé, ils vont, chargés comme des mulets, rejoindre les bosquets touffus jusqu'à un tunnel secret menant au minable castel du sire d'Azincourt dont ils sont fort satisfaits. De ce passage, où ils planqueront tout en attendant, bien malin l'Anglais qui en trouverait l'entrée dissimulée sous un rocher devant lequel aura été remis du feuillage. Les paysans, suivant le seigneur Isambard d'Azincourt, fuient le convoi d'intendance tout comme un curé rescapé qu'ils ont oublié mais qui cavale vers la bataille pour alerter « Havoc, havoc !» « Pillage, pillage !»« Quoi, que se passe-t-il encore ?» demande le roi d'Angleterre, au casque cabossé et fleurons arrachés, en se retournant pour voir courir vers lui un prêtre. « Sire, sire, à l'arrière, parmi vos chariots d'intendance, sur le plateau. Eh bien, une attaque à revers ? Ils ont même volé votre couronne et jeté du sang à votre portrait. Ils vous ont tout pris. » N'importe qui, apprenant ça, serait déçu. Mais quand c'est Henri V...
Une scène de brigandage n'est pas très jolie comme mentalité, semble penser le jeune monarque repris par sa bruxomanie qui lui agite les muscles des mâchoires. Une incursion à l'improviste et l'assassinat de presque tous ceux qui y ont assisté, l'incident fait basculer le souverain anglais dans la plus grande fureur pendant qu'il regarde ses archers circulant au bord du champ de bataille en longeant la forêt de Tramcourt. Mais que font-ils, eux? Des prisonniers pour leur rançon. Alors qu'une large partie de ses troupes démobilisées ne s'occupe plus que de multiplier les possibilités de s'enrichir, le roi gueule « Mais qu'ils arrêtent et reviennent au combat pour suivre le carnage !» Il s'encolère, face à l'avalanche continuelle de mercenaires qui continuent de franchir le mur de victimes pour venir dans la bataille avec une épée ou un gourdin au poing, et il panique quand il observe ses archers s'en aller avec chacun un riche noble capturé. Il craint qu'à Maisoncelles, ses prisonniers, peut-être mis à des livres par les cambrioleurs de son propre convoi, s'emparent, même s'ils ont juré que non, d'armes abandonnées afin d'attaquer dans le dos l'armée anglaise, pendant que l'arrière-garde française passerait à l'assaut frontalement, et ainsi Henri V se retrouverait pris en étau. Alors, il décide que chacun des Longbowmen tue son prisonnier. Oriflamme de la mort, tous les prisonniers doivent se trouver décapités, leur tête mise au bout d'une pique, sauf celle des princes, valant une somme vraiment démesurée qui seront préservées. En représailles du forfait commis par la horde de pillards du voisinage et en son appréhension, ce roi, connaissant l'infériorité numérique de son armée, ordonne la mise à mort des captifs pourtant déjà neutralisés. Dans la mer, il serait un ours. Les archers, ayant entendu le royal propos, contestent. Ils refusent d'exécuter un détenu qui peut rapporter gros, et certains, avec culot, viennent le dire au monarque. Mais si ce n'est pas dans les usages, normalement, un noble pris lors d'un combat ne saurait appartenir au roi, mais devient le vassal de celui qui a obtenu sa reddition. Avec mon baron qui me propose la vaisselle en or, les joyaux, mal emplis d'habits sublimes et manteaux couverts de pierres précieuses qui sont dans son chariot, je ne veux pas abandonner le gain d'une telle rançon. 3 autres misérables soldats malades et à poil tentent à leur tour d'infléchir le souverain. Mais moi, mon duc, s'il est mort, il ne vaudra plus rien. Ne m'ordonnez pas de me ruiner. Si, j'ai vraiment fait aujourd'hui tout ce que l'on peut accomplir d'atroce, mais je dois aussi faire bonne bataille, comme m'emparer d'un gentilhomme et le mettre à rançon. Quand je fus enrôlé, on m'avait promis de pouvoir réaliser mon profit personnel partout où j'y parviendrais. Près d'eux, même le maréchal anglais, dans son armure rayée, secoue sa tête grisonnante en s'offusquant de la royale décision. « Majesté, la loi chrétienne interdit le meurtre. »« Une bataille est une parenthèse dans la loi générale, » rétorque Henri V, qui commande ensuite, sans que cela puisse être encore contredit, « Thomas Eppingham désignait 200 archers pour aller décapiter tous les prisonniers, puis qu'ils retournent sur le champ de bataille. » Alors le maréchal et 200 hommes partent faire le sale boulot, en le regrettant beaucoup. « Monseigneur, dit un Longbowman, veuillez poser votre cou sur ce billot, et croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais vous trancher la tête. C'est pitoyable chose à exécuter. » Avoue-t-il, dans des pleurs, en décapitant sa victime dont il aurait pu tirer grand profit si elle était restée en vie. « Quel gâchis !» déplore un autre, en voyant valdinguer en l'air le crâne chauve d'un comte dont il aurait pu obtenir assez d'argent pour s'acheter une belle ferme et un grand troupeau. Quand ce n'est pas leur prise, mais celle d'un autre, bon, ça va, ils tuent en s'en foutant, mais quand c'est celui qu'ils ont attrapé, ça leur fait une grande peine réelle. En voilà un, hache à la main levée, qui a souvent rêvé d'acquérir la taverne londonienne où il avait ses habitudes et d'en devenir le tenancier ravi. S'il y retourne après avoir coupé son noble en 2, il ne pourra qu'à nouveau s'y accouder au bar, côté client, hélas, en soupirant et dégustant son ale, à laquelle il trouvera un goût âcre. « Goodbye, le rêve », dit-il en abattant sa lame. Les aisés sacrifiés aussi ont des regrets. Celui-là n'en revient pas. Comment est-il donc possible que je meure étant si riche? Quoi, l'argent ne peut donc rien à cela? Des membres de l'ordre de l'Étoile et de la très noble maison, écœurés par les nouvelles batailles dont les pratiques sont devenues si éloignées de celles des vieilles traditions de la chevalerie française auxquelles ils étaient tellement attachés, mais qui semblent ne plus avoir cours, vont d'un pas désabusé, tel du bétail, vers le lieu de leur exécution.
Quelques-uns demeurent rétifs et refusent d'avancer en tentant une dernière fois de négocier. « Langbaumann, dans l'espoir de rester en vie, je vous propose une rançon faramineuse. Alors... » « Arrêtez, vous me faites mal, » répond l'archer en le décapitant, puis il s'essuie les yeux et glisse ses doigts mouillés de larmes contre les joues de la tête du comte qu'il fiche au bout d'une pique avant de la redresser verticalement. Un noble, comme un rat pris au piège, se laisse conduire en évitant les lamentations. Peu me chaud, en fait. Ma consolation est que l'âge, ce démolisseur de beauté, ne pourra plus faire de ravages sur mon visage. Un très dodu baron tente de fuir, mais il entend « Attends un peu, grosse mémère !» et, à bout de souffle, il est rattrapé pendant qu'il appelle « À la rescousse !» Et encore et toujours, dans les mains anglaises, une rage mortelle vers ces noyés d'abîme. Collard de Mailly voit tomber les têtes de ses fils faits chevaliers la veille. D'autres fratries sont massacrées. Un gendre meurt devant les yeux de son beau-père. Les mercenaires et seigneurs de basse naissance de l'arrière-garde française, venant de passer la dune de cadavres, sont horrifiés par le spectacle de tant de têtes humaines qu'ils voient là-bas comme flotter en l'air, sans corps, au-dessus de Maisoncelles. Alors ils arrêtent l'affrontement et rebroussent chemin. Le comte d'Aumale et le seigneur de Dampmartin, qui commandait ce 3e corps de bataille, battent aussi en retraite. Côte à côte, ils marchent tous deux piteusement, en se tordant les chevilles sur des corps quand Aumale, à travers les trous de sa visière qu'il a gardée close, voit venir au loin, en une chevauchée furieuse, le duc de Brabant, portant lui-même sa bannière et qui pile devant eux. « Désolé, messeigneurs, de m'être hier soir autant attardé pour un baptême dans un de mes châteaux à 20 lieues d'ici, mais c'est qu'ils ont le sens de la fête, à Perne. Tout à l'heure, quand j'en suis parti pour aller assister aux réjouissances du triomphe français que j'imaginais, j'ai croisé tant de nos chevaux caparaçonnés morts, percés de flèches dans des prés et d'autres boiteux destriers de princes montés par des roturiers. Alors je me suis dit qu'il y avait un souci. Mais que se passe-t-il ? » « C'est la mâle journée, » lui répond Dampmartin. « Vous voilà, surgissant vêtu de velours et non couvert d'une armure ?» s'étonne le comte d'Aumale. « Je ne voulais pas perdre de temps à m'équiper. J'ai fait le choix de devancer les 600 hommes de mon contingent pour filer le plus rapidement, » justifie Antoine de Brabant, coiffé également d'un joli chaperon, maintenant retenu au crâne par un turban en soie noué sous son menton. « Voyez, je trouve aussi mon étendard au milieu pour y passer la tête, afin qu'il pende derrière mon dos et devant la poitrine. Comme ça, ils verront à qui ils ont affaire, les Anglais. » Blasonné à la va-vite, il éperonne illico son cheval et lui projette des ruades contre les flancs en criant « Je veux laver l'honneur de la France !» Au galop, épée au poing, il rejoint puis s'élance par-dessus la colline de percherons et d'hommes morts pour se jeter, seul, à l'assaut de l'armée ennemie, tandis que le seigneur de Dampmartin, qui l'observe, dit « Quand même, il arrive bien tard, lui. » Tué aussitôt, du crâne brisé d'Antoine de Brabant, la cervelle se répand sur ses épaules, alors que le comte d'Aumale précise au seigneur « Oui, mais juste à temps pour mourir. » Ben voilà, hein, on s'emporte. On n'entend maintenant plus aucun coup. Complètement maîtres du champ, les Anglais se trouvent sans un seul Français à affronter. Ils sont en fuite. À travers la brèche formée par le galop du cheval d'Antoine de Brabant sur la colline de Mort, Henri V voit qu'aux abords de Ruisseauville, beaucoup de chariots d'intendance se sauvent de tous côtés. Les Français ont eu leur compte. Les survivants dégagent de la région au plus tôt afin de retourner vers leurs provinces respectives qu'ils n'auraient pas dû quitter. Près du roi d'Angleterre, une trompette sonne la fin de la bataille. La pluie se remet à tomber. À 14 heures, l'affrontement est terminé. Il aura duré 3 heures. Henri V embrasse du regard le champ plein de boue et de sang. Il n'en revient pas lui-même et s'en dédouane à côté de Thomas Erpingham. Ce n'est pas nous qui avons accompli cette tuerie, mais le destin. Il est quand même gonflé, ce jeune monarque balafré, qui a la réputation d'aller dans les prisons de Londres éplucher des fruits en regardant se faire dépecer ceux qu'il soupçonne de conspirer contre lui. Aux alentours, des cloches de village sonnent les vêpres. Sous des nuages gris, l'averse redevient cinglante.
Le vent du large siffle le long du terrain bordé par les deux forêts d'où chutent à nouveau des feuilles d'automne, allant virevolter au-dessus des milliers de corps étalés dans la gadoue, dont quelques centaines gémissent encore. « Que c'est pénible à entendre cette ambiance d'hôpital !» s'en agace le roi, ôtant son bassinet aux fleurons arrachés. « Longbowmen, achevez tous les soldats français blessés, sauf les nobles, que vous amènerez à notre campement. » En ce qui concerne l'humanité et l'éthique, Henri V... Alors les archers vont au hasard sur le champ où fut anéantie la chevalerie française. Crevés, eux aussi, s'épercluent de fatigue par 3 heures de combat à mort, méthodiquement égorgent tous ceux sans armure qui continuent de palpiter. Quel épuisement encore! Il ne reste plus beaucoup d'heures de jour avant le soir, puis la nuit où tout devra être fini. L'un va ici, l'autre là, parmi les débris vivants transpercés par des flèches ou des pointes de lance, des lames de hache. Ils finissent le boulot, coupent au couteau les carotides, mais calmement. D'autres relèvent les blessés anglais qu'ils emmènent à l'arrière et puis leurs morts dont ils se chargent les épaules. « Combien de pertes pour nous, maréchal ?» demande le souverain anglais au milieu de tant d'armes abandonnées qui jonchent le sol. « À la louche, je dirais 600 hommes, sire, dont votre oncle, le duc d'York, qui vous a servi de rempart, et le comte de Suffolk. Pour ces deux-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Le héros du jour ne cherche pas à évaluer les pertes de l'ennemi. Elles sont si nombreuses qu'on ne saurait les compter. Mais au moins 10 000. Et tout ça sans un effluve de poudre, que du métal enfoncé dans des viandes. Ici, un riche Français et un pauvre Anglais gisent ensemble dans un baiser. Ils auraient dû commencer par là. Une ornière leur fait comme un nid. Cela émeut peu Henri V qui ordonne également à ses soldats « À coups de maillet, détruisez la face des gentilshommes oxy afin que personne, même de leur famille, ne puisse jamais les reconnaître. »« Ça va prendre du temps, » grommelle un archer. « Plus que la bataille. » Des éperviers planent. Fleur de Lys fait les 100 pas, tourne en rond près du bord nord de la forêt de Tramcourt, alors que, venus du monticule éloigné d'où ils ont observé toute la bataille, les deux héros traversent ensemble une partie du champ pour rejoindre le roi d'Angleterre. Celui-ci regarde la paire de régulateurs d'affrontements guerriers, toujours en livrée et avec leur officielle baguette blanche à la main, qui devront plus tard raconter partout le combat et glorifier les hauts faits du vainqueur. Henri V s'adresse directement aux héros français. « Selon vous, Montjoie, à qui la victoire doit-elle être attribuée? Au roi de France ou à moi ?» Près de son collègue qui est à la banane, Montjoie, déconfit, répond « À vous, monseigneur. » « Comment nomme-t-on ce château dont on aperçoit les créneaux derrière la cime des arbres de cette forêt ?» demande aussi le monarque qui ne sait même pas où il a accompli la déconfiture du monde féodal de Charles VI. « C'est celui du village d'Azincourt. » Eh bien, puisque toutes les batailles doivent porter le nom de la forteresse la plus proche, celle-ci, dès maintenant et perdurablement, aura nom la bataille d'Agincourt. « On prononce Azincourt, sire. » Rectifie le héros français au roi anglais dont la partie gauche de la mâchoire démolie à Shrewsbury lui fait articuler les œufs comme des jeux. « Agincourt, c'est bien ce que j'ai dit. » Alors qu'Henri V, aux cheveux restés ébouriffés après qu'il a retiré son aume, retourne à Maisoncelles sur son petit cheval gris, qu'on lui a amené et qui va dorénavant au pas par-dessus ce qui est le tombeau de la chevalerie, une royale compagnie de morts, les archers s'affairent à coups de maillet au milieu du carnage. À tour de bras, ils saccagent des visages de feux nobles réduits en bouillie à l'intérieur des bassinets ornés de décorations en or qui étaient destinées à effrayer les Anglais. C'est loupé. Ouvrage destructeur accompli à l'encontre de l'un d'eux, un Longbowman se marre en se coiffant du luxueux casque d'un baron encore tiède mais à la figure devenue méconnaissable. Ces voleurs, violeurs, pauvres criminels enrôlés ne s'emparent pas que des bassinets faits à Milan, mais aussi de jambières, spalières incrustées de pierres précieuses.
L'un de la pointe de la lame d'une dague fait sauter un épais saphir bleu serti sous une étroite fente de visière en deçà de l'œil gauche. « Oh, ben toi, tu avais une grosse larme, je vais partir avec. » Autour des cous de gentilshommes défunts, ils arrachent des pendentifs, médaillons en ivoire qui paieront des chopes de bière et des putains dans les faubourgs du Sussex. Les riches Français à la gueule pulvérisée se trouvent dépouillés de toute leur armure. Ils ne gisent alors parmi la boue qu'en tricot de peau et caleçons écrus. Entre les gouttes de pluie qui redoublent d'intensité, les archers charognards vont en équilibriste sur la longue dune de corps pour fouiller ce charnier à la recherche de quelques encore vivants nobles de haut rang qui leur feraient gagner beaucoup d'argent. Là, bonne pioche, sous 3 cadavres, le comte de Richemont identifiable aux queues de vison couvrant ses épaules. Très blessé, il souffre et gémit, mais vit. Un ex-charpentier, qui achetait tous ses enfants au fond d'un puits de Liverpool, le transporte comme un sac de plâtre. Croisant le roi en selle, celui-ci saisit quelques pièces qu'il lui tend négligemment. « Voici 12 pennies pour ton prisonnier. »« Seulement ? Mais sire, regardez-le, entouré de queues de vison, il vaut 10 000 fois plus. Il est très abîmé. Peut-être qu'il s'en sortira, que vous en tirerez grand profit. En vertu de mon droit, je te l'achète au prix que j'ai dit. » Bon, c'est vrai que Richemont est en mauvais état, mais parfois, creusant profondément entre des corps, on découvre une perle quasiment intacte. C'est comme dans les huîtres, ça n'arrive pas à tous les coups, faut avoir du bol. Après avoir balancé en bas de la longue dune de dépouilles des quantités de corps sans intérêt, 4 mains d'archers parviennent à extraire en partie, dessous d'autres monceaux de cadavres, Charles d'Orléans à peine égratigné. Ils le reconnaissent aussitôt grâce à son plastron d'armure, illustré d'un serpent couronné avalant un enfant, et s'en trouvent ébahis. Quelle perle! Le neveu de Charles VI en personne! Ils auraient aussi pu dire « le plus grand poète de son temps ». Mais de cela, ils s'en branlent, ne songeant qu'à la somme hallucinante qu'il pourrait leur rapporter. Les 2 archers très penchés observent, encore coincés entre des carcasses de chevaux, le duc d'Orléans à la tête relevée vers eux et qui cligne des paupières. Le poète ne paraît pas savoir s'il dort ou fait semblant d'être mort. D'un air interrogateur, il palpite également ses lèvres sans un son. « Que voulez-vous nous demander ?» le questionne un longbowman. « Détourné du sentier de gloire pour se retrouver en forêt de longue attente, tirez-moi de ce triste tourment. »« Mais avec plaisir, monseigneur, nous allions vous le proposer. » Plein d'infinies précautions, il le hisse, le sortent du royaume des morts d'où il réapparaît, beau et jeune comme le jour. Après avoir remis sur pattes ce chevalier adoubé la veille, revenu au monde, les 2 Anglais fort chanceux se disent en l'admirant « Alors là, celui-là, à l'état neuf en plus et qui n'a jamais servi dans la bataille, vaut une blinde. » Et puis, futur roi de France possible, ce prisonnier, faut en prendre soin. Rafraîchissez-vous un peu, prince de sang, car je vous vois moult échauffé, conseille un archer en lui tendant sa gourde. Charles d'Orléans s'en désaltère lentement au goulot, regardant autour de lui le vaste cimetière de la noblesse française défunte en caleçon et tricot de peau. Demeurant accablé, il rend la gourde à celui qui, constatant la stupeur du duc, s'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le retrouvé sous des morts chuchote. Il me faut plus penser que dire sans montrer ce que mon cœur ressent. Feignant de sourire quand je suis très triste, il me faut souvent plus penser que dire. Je tousse ces soupirs pour cacher secrètement mon tourment. Intime supplice, plus penser que dire. Puis celui qui, encore enfant, a appris le meurtre de son père, frère du roi, en son goût fataliste naturellement teinté d'une légère ironie, précise à propos du poème récité « Si je mens, que l'on me reprenne ». Les archers, largués par ce genre de subtilité, passent à autre chose. Veuillez à main droite rejoindre l'attroupement de 1500 grands seigneurs faits prisonniers à Maisoncelles. Le duc d'Orléans les accompagne en contemplant le désastre du paysage où la vie s'est écoulée, laissant un vide insoutenable.
Voyant des langbowmen continuant d'égorger de simples soldats d'occasion blessés, des arquebusiers, des minuscules hobereaux simplement vêtus de cottes de mailles, tandis que d'autres cherchent des princes vivants comme dans une ruée vers l'or, les rimes en A et en U d'un rondeau viennent aux lèvres de celui qui scrute. Puis ça, puis là, et su, et jus, de plus en plus, tout vient et va. Tous on verra, grands et menus. Puis ça, puis là, et su, et jus. Vieux temps déjà s'en sont courus, et neufs venus. Que des A, puis ça, puis là. Alors que le jour commence à baisser, sur une place du hameau servant de campement à l'armée anglaise, le visage implacable et à moitié détruit d'Henri V est enveloppé par des tourbillons de vapeur malodorantes aux senteurs d'urine, de vieilles carnes et d'excréments chauds. Le jeune roi d'Angleterre, nullement incommodé par ces fragrances à vomir, se trouve debout entre deux énormes chaudrons à portée là. Dans l'un des récipients, le duc d'York a été découpé en quartiers et mis à bouillir. La dépouille du comte de Suffolk subit le même sort à l'intérieur du second chaudron. Suivant la tradition anglaise, concernant les lords tués en terre étrangère, on ne rapportera que leurs os en Angleterre, quand la chair se sera détachée des squelettes. Plusieurs pieux à moules de la baie de Somme alimentent les brasiers sous la fonte des cuves. Quantité de grosses bulles éclatent à la surface dansante de l'eau quand le souverain, reconnaissant Charles d'Orléans, annonce aux deux archers qui le conduisent « Je vous en donne 50 livres ». « Quoi ? Quelle arnaque !» ne peut s'empêcher de s'exclamer un longbowman. « C'est bien plus que les 12 pennies offerts pour l'acquisition du duc de Richmond. »« Mais, Majesté, là, c'est peut-être le prochain roi de France. Je suis certain que vous saurez en tirer presque 100 000 livres d'argent. Ah non, nous ne le cédons pas à ce tarif. Non mais un tel prince qui peut aussi vous réciter des poèmes, même si on n'y comprend rien, nous refusons ce deal, si. Préféreriez-vous que sur mon ordre formel, vos têtes détachées se mettent maintenant à rouler dans la boue parmi toutes celles de gentilshommes qui nous entourent et sont merveilles à voir ? Affaire conclue, au grand désappointement des deux vendeurs qui regardent leur prise fabuleuse rejoindre, sous très bonne garde, les nombreux autres riches prisonniers rassemblés à l'écart de Maisoncelles. Le roi savoure son emplette en marchant vers des plaintes d'Anglais blessés que 12 chirurgiens opèrent devant une chaumière à la porte grande ouverte. Sur des tables installées dehors et sous la pluie, ici ça ampute et recoue à vif. Aucune blessure d'arbalète qui sont toujours fatales, partent en sec, mais beaucoup de fractures aux bras, aux jambes que les praticiens savent réduire. Ils remettent aussi en place des clavicules et des rotules de genoux déboîtés qu'ils entourent de bandages plutôt efficaces. Des cordes d'arc servent à faire des garrots. Des emplâtres recouvrent des contusions. En revanche, les thérapeutes refusent les ventres qui se vident de leurs intestins, les enfoncements de boîtes crâniennes et les colonnes vertébrales brisées qu'ils ne peuvent traiter. Concernant les corps de ces patients, ils imposent aux archers valides « Allez jeter ça en haut du tas de cadavres là-bas ». Sous un toit de grange couvert de chaume détrempé par les averses, les blessés inguérissables sont balancés par-dessus les Anglais tués et entassés entre des couches de foin. Après en avoir bu de longues rasades au creux de leurs paumes jointes, les rescapés de l'armée d'Henri V, bourrés et épuisés, arrosent d'eau-de-vie le foin et de la paille auxquels ils mettent le feu alors que la nuit arrive. Un corps se casse vite et roule dans une gerbe d'étincelles. À l'aide de fourches, il est remis sur le tas. Le toit de la grange s'effondre. La pluie siffle parmi les flammes et quelques cris d'agonie. C'est cauchemardesque. L'incendie, éclairant une large partie du champ de bataille, permet aussi de finir les préparatifs pour le départ du lendemain matin. Samedi 26 octobre 1415. À l'aube, Henri, 5e du nom, attend dans le brouillard près de 2 énormes chaudrons qui ont été couchés afin de déverser leur eau encore chaude. À l'intérieur des récipients en fonte, parmi ce qu'il y reste, des mains de rudes soldats pas dégoûtés, quand même ça, à jeun, ramassent par poignées de la chair humaine qui aura bouilli pendant une 12aine d'heures et qu'ils jettent sur les côtés pour ensuite ne plus récupérer que des os jusqu'à la dernière vertèbre et les balancer dans 2 tonnelets distincts.
De la paire de lord morts la veille au combat, les archers ont mis les têtes à part. Entre des mâchoires très écartées, les longbowmen glissent des pointes de flèches qu'ils enfoncent jusqu'au milieu des crânes et remuent pour les vider totalement du cerveau, dont celui de l'oncle du monarque qui contemple d'un air pensif de la cervelle familiale, tombant en bouse blanche et fumante sur ses poulaines. Pendant qu'en plus des ossements, on range les têtes de mort dans les tonnelets, sans se tromper, et qu'on les clôt et cloue, des archers très anémiés font rôtir des marrons sur les braises demeurées rougeoyantes. Certains d'entre eux lorgnent avec appétit la viande archi-cuite des 2 lords étalés au sol. Ils la regardent bizarrement, fronçant des yeux. Déjà, tant de hauts faits écrits sur leur front sillonnés, alors un de plus. D'autres pots de marron éclatent dans les cendres de l'incendie des funérailles de l'archerie anglaise. Le souverain dorénavant s'impatiente et, tandis que la pluie lui fouette le visage, il lance à la cantonade « Ma petite bande, mon heureuse petite bande de frères, soyez tous remerciés d'avoir si bravement exposé votre vie pour mon service. De retour au pays, je vous engage à vous souvenir de ce brillant succès et à le raconter, chanter peut-être. Je remercie aussi le destin de ce que presque aucun de nos lords n'est resté sur le champ de bataille. Concernant la mort de quelques centaines de nos archers, je compatis vivement, car j'ai horreur du sang répandu. » Pas mal, les tout derniers mots de son discours. Comme quoi, il peut être rigolo quand il veut, le jeune mec à la mâchoire de traviole. Mais ça lui passe vite car il se remet déjà à gueuler en découvrant que des pyramides d'armure françaises, à ne plus savoir qu'en foutre, sont entassées sur tant de chariots du convoi. C'est trop lourd à transporter sur 15 lieues, ça va nous ralentir, alors que je veux que d'ici demain soir, nous soyons au port de Calais, prêts pour l'embarquement, à bord du Grâce Dieu et du Trinity, les 2 navires de 800 tonneaux qui nous feront rejoindre Douvres. Des habits de fer vêtus ennemis, que nul ne s'en charge plus qu'il n'en peut porter sans cesser d'aller au pas cadencé jusqu'à notre tête de pont en ce pays. Vite fait, sur les plateaux des chariots, ramassez de la tôle italienne ou allemande et délogeons d'ici. » Sans ordre et en confusion, absolument tous les archers se précipitent vers les pièces d'armure accumulées en vrac dont ils s'emparent au hasard. Ici une jambière de Milan et une genouillère d'Augsbourg. Là un plastron pour couvrir la poitrine et un autre destiné au dos, dont les tailles ne correspondent guère, mais ce n'est pas grave. Pareil pour les métalliques poulaines articulées de pointures différentes. Les longbowmen glissent aussi leur tête dans des casques à visière français. Les trop étroits sont rejetés, mais ceux à l'intérieur desquels les crânes entrent iront même si ça ballotte. En fait, la piétaille anglaise revêt à la va comme je te pousse les armures de la chevalerie française. Arrivés en ce bord sud du champ, l'avant-veille, coiffés d'osier et en tunique verte enduite d'une grande croix rouge, ils s'apprêtent à reprendre leur chemin habillés comme des princes, quoique, à partir d'éléments totalement disparates, ils s'en amusent, se donnent mutuellement des accolades en s'extasiant de l'allure fantaisiste du voisin. Ils sanglent mal les lanières, alors c'est dans des tenues brinque-ballantes qu'ils filent former leur convoi au son d'une trompette annonçant le départ près du monarque à cheval. Les Anglais, en allée d'Harfleur, il y a un peu plus de 2 semaines pour rejoindre Calais, après un léger incident de parcours, peuvent dorénavant traverser le champ d'Azincourt sans plus risquer de s'y faire emmerder. En tête de cortège, la monture d'Henri V imprime ses fiers sabots dans la terre remuée d'où émergent tragiquement les lambeaux d'une brume frissonnante et glaciale. On se trouve à coque, tous saignés à blanc, les ornières débordent d'hémoglobine en dégageant un parfum de mort dont s'enivrent les narines du roi d'Angleterre, qui chevauche à côté de son maréchal tout en admirant une dernière fois le lieu du désastre. Ah oui, Erpingham, le terrain fut bien fauché. Vraiment, la récolte est superbe. Aucun sillon qui n'ait des cadavres pour gerbe. Après que la longue colonne d'Anglais a dépassé Ruisseauville, des silhouettes furtives arrivent de partout sur le champ de bataille. La nouvelle de la fantastique hécatombe irréelle s'étant répandue dans tous les villages, hameaux des alentours, les habitants abordent cet endroit où la mort a plané. Trottinant comme des rats, ils font lentement tournoyer les volutes de brume au ras du champ. Un paysan cagneux et son âne, apparence grise, sortent du brouillard qui efface encore le village d'Azincourt.
Ce cultivateur, songeant qu'ici-bas rien ne dure, que tout passe, regarde des corbeaux picorer des têtes fêlées avec des cris pareils à des ricanements. D'autres villageois des environs viennent également en masse déshabiller les morts, glaner les chemises de drap ou en soie, tricots de peau, caleçons des punis à outrance pour leur outrecuidance, afin de les laisser nus. Les oiseaux n'en ont plus de voix. Les femmes, surtout, aux mains pleines de froid et jambes frileuses, retirent dans l'ambiance macabre du champ endeuillé les sous-vêtements des chevaliers oxy. Au lavoir de Maisoncelles, elles iront les laver avec de la cendre d'archer anglais recueillie dans les décombres de la grange écroulée. Elles frapperont les tissus à coups de battoir, puis les tordront jusqu'au ras de la déchirure pour les essorer. Bien sûr, il leur faudra prévoir du raccommodage car beaucoup de ces linges intimes ont été troués la veille. Les pauvres fermières en revêtiront leurs maris, fils qui, cet hiver, se gèleront moins que les années précédentes. Elles garderont par-devers elles et leurs filles, sous des laines grossières, les princières chemises en soie d'Alexandrie pour aller traire. Rien ne se perd. Les hommes, eux, ramassent sur la terre flasque du champ de bataille médiéval tous les débris métalliques qu'ils y trouvent. Pommeaux d'épées cassées, pointes de flèches, elles sont nombreuses, lames de hache démanchées. Dans des brouettes débordantes, ils apporteront à des forgerons de bourg toute cette ferraille, afin qu'elle soit refaçonnée en outils agricoles. Serpes, faux, pelles, fourches, et Christ en croix moulé qu'ils suspendront à leur tête de lit pour remercier Jésus, ou la vanité de la noblesse française, de ce cadeau inattendu. Les corbeaux qui tracent de grands cercles très au-dessus des misérables larcins attendent de repasser à table. En chemin pour Calais avant de faire voile vers l'Angleterre, et derrière les chariots à bagages que des haridelles tractent au trot, les archers rangés vont à marche forcée suivis de la longue colonne de prisonniers que surveillent, en queue de convoi, les 900 lords à cheval, écoutant chanter les coqs de la campagne et tinter des cloches sous la pluie. Les longbowmen, vêtus de très luxueuses armures dépareillées et coiffés de bassinets au-dessus desquels balancent des plumes de jeunes autruches et de paons, boitent, chaussés de poulaines d'acier rarement à leur taille sous des jambières souvent l'une plus courte que l'autre. Les commerçants qui les voient passer croient assister au défilé d'un carnaval. Puisque les visiteurs, efflanqués, semblent affamés, les boutiquiers, tout en trottinant près d'eux, leur proposent l'achat de miches de pain, de lard fumé et du vin de Saint-Omer, affreuse piquette que les archers paient en bague de prince sans ralentir le pas. Derrière eux, sachant que leur temps est révolu, les captifs nobles à rançon vont en une troupe plus dolente, mâles rêveurs dans le vague d'une bizarre fable. Seuls les prisonniers de grande valeur sont du voyage. Les Anglais n'allaient pas se prendre la tête avec un hobereau de village normand qui ne leur rapporterait guère plus qu'une pile d'assiettes fêlées et un fauteuil défoncé. Les hautes seigneuries, composées du maréchal Boucicaut, des comtes de Vendôme et de Richemont, plus 1600 autres gentilshommes, se traînent à pied direction les prisons londoniennes, ce qui fait qu'un lord confie à son voisin de chevaucher « On pourra dire aux gens, si vous voulez voir la France, allez à Londres ». Les vaincus de haut rang, dont les ombres s'étirent en d'étranges regrets et probablement capturés loin des leurs, pour de longues années dans des conditions absolument catastrophiques en attendant les règlements de rançon, ont pour l'instant soif et voudraient se restaurer afin de prendre des forces. Henri V, en tête de cortège, enjoint à l'un de ses valets à dos de mule d'aller donner du pain et du vin de Saint-Omer au duc d'Orléans. Le larbin revient bientôt annoncer à Sa Majesté que ce prisonnier refuse toute nourriture. Alors le monarque, à cheval, accompagné de son porte-étendard, descend le long du convoi jusqu'au niveau de l'éventuel héritier légitime du trône de France pour lui demander « Beau prince, comment vous va ?»« Bien, monseigneur. On me dit que vous ne voulez ni boire ni manger. »« Il est vrai. Je jeûne, » lui répond Charles d'Orléans, qui courbe sa tête humiliée, recevant des plis trempés de la bannière d'Angleterre qu'une bourrasque agite contre son visage. Il se sent giflé par les léopards peints sur l'étendard anglais. « Beau prince, » reprend Henri V, « ne prenez souci, je sais bien que si le destin m'a fait la grâce de gagner la bataille sur les Français, ce n'est pas que j'en sois digne, mais c'est, je le crois fermement, qu'il n'y a pas à s'en étonner si ce qu'on m'a raconté est vrai.
On me dit que jamais en France il ne s'est vu autant de désordre, de volupté, de prétention, d'arrogance qu'aujourd'hui. C'est pitié de l'ouïr et horreur pour les écoutants. Que le sort s'en soit courroucé n'est pas merveille. Il n'y a rien à ajouter à un tel fait, reconnaît le neveu du roi de France. L'homme esgaré ne sait où il va. Du 14 août au 8 octobre, n'en revient pas le jeune souverain à la mâchoire brisée. Le siège d'Harfleur a pris presque 2 mois. Il est étonnant que Charles VI n'en ait pas profité pour, à la tête de son armée, venir nous écraser. Comment réagira-t-il à l'annonce de la stupéfiante défaite et apprenant que tous ceux de sa cour, allés à Agincourt, n'en reviendront pas, que plusieurs cousins de sa famille sont morts, ainsi que son grand maître des arbalétriers, même son porte-oriflamme et le maître de son hôtel Saint-Paul? Il mesurera le vide fait autour de lui. Tout recouvert d'attelles de protection, il ira s'enrouler dans le rideau d'une fenêtre pour s'y cacher en criant « J'ignore où se trouve la France, je ne connais pas son roi, je suis Georges ». Les derniers membres présents de sa cour en auront grande tristesse. Henri V, sous un large chapeau de cuir et une cape de fourrure où l'averse ruisselle, continue de converser avec son prisonnier de choix à qui il annonce qu'il exigera pour sa libération la somme folle de 300 000 écus d'or. « Monseigneur, soupire Charles d'Orléans, je sais qu'en France personne ne pourra réunir le montant si élevé de ma rançon, et que donc je mourrai en Angleterre. Beau prince, effectivement, tant que je croirai que vous avez une chance d'accéder au trône, je ne voudrais vous permettre d'être acheté. Vous serez enfermé dans une cellule de la sombre et sinistre prison de Windsor, qui n'a pas coutume de rendre ce qu'il reçoit. On me dit que vous êtes aussi poète. Tenu très longtemps, 25 ans peut-être, en cage d'ennui et de brouillard, vous n'en chanterez que mieux. Le jeune roi cruel pique son cheval et s'échappe en remontant le cortège. Dans une ornière, sa monture renacle. Il accable la bête de juron. Arrivé à hauteur de ses archers qui sentent mauvais, il les presse. « Allez, allez, on accélère. Après, ce seront d'abord les tavernes du port de Calais et puis celles de notre île. » Le vent pluvieux venu de la Manche vole et court sur la famélique armée anglaise qui sait qu'elle est entrée dans la légende. Un rugueux londonien à l'accent cockney très prononcé entonne soudainement un air improvisé et se met à chanter un éloge de la bataille auquel se mêlent toutes les autres voix anglaises du convoi, en vieil anglouais comme il existe du vieux françois. O kings who went forth to Normandy, with grace and might of chivalry, the God for him wrote marvellously, wherefore England may call and cry, Deo gratias. Notre roi s'en est allé en Normandie, avec élégance et plein de chevalerie. Là, Dieu a merveilleusement œuvré pour lui, c'est pourquoi l'Angleterre devrait dire et crier « Grâce à Dieu ». Sur le champ d'Azincourt, il combattit virilement et emporta la place, la victoire. Là, ducs et comtes, seigneurs et barons ont été tués en bien peu de temps, puis beaucoup faits prisonniers, amenés à Londres. Deo gratias. D'ici que la chanson d'Azincourt, Agincourt Sang, devienne pour les siècles à venir une sorte d'hymne anglais, il n'y a pas loin. En tout début d'après-midi et d'un pas las de son destrier, l'évêque de la ville d'Arras, qui n'est pas très loin, arrive au bord du fameux champ devenu synonyme de défaite absolue. Sur un grand cheval couvert de drap rouge bordé de clous dorés, le dignitaire religieux du diocèse est accompagné d'ouvriers terrassiers et d'un cultivateur effondré. « Bien la peine que j'ai semé ici du blé d'hiver, au printemps tout va pousser de travers. » En tout cas, son terrain est très fertilisé par le sang de milliers de morts enchevêtrés et nus comme au sortir de leur mère. Impossible de donner des noms à ces cadavres abandonnés à la pluie, aux oiseaux de proie. À coups de maillet, ils ont tous été défigurés. Rien pour les reconnaître, ni armure, ni sous-vêtements. Et à l'annulaire des mains gauches, plus de chevalières gravées d'armoiries ou d'initiales. Elles ont été volées pour acheter du pain et du vin de Saint-Omer. Partout des déchets de viande mélangés, des bouches crevassées, dont l'odeur fait mal au cœur. C'est ce qu'il reste de leur passé, ainsi que des poitrines ouvertes à jour. Une nouvelle averse lave leurs faces pâles. La pente du champ refait murmurer ses eaux le long des rigoles. Au lendemain de la terrible journée, marquée du sceau de la fatalité,
où rien ne s'est passé comme avaient prévu les Français en leur combat d'enfants pour un roi fou, l'évêque demeure estomaqué alors que l'agriculteur qui l'a accompagné lui demande « Qu'ordonnez-vous, votre Excellence ?» Le clergé fera creuser en bordure de ce champ 3 longues fosses communes, au fond desquelles seront enfouis en vrac tous ces corps. La terre qui les recouvrira sera bénite et autour des fosses on devra planter des buissons d'épineux, afin d'éviter que des animaux errants viennent gratter le sol pour dévorer leurs restes. Déjà qu'ils ont été défoncés par les Anglais, et en plus, ils devaient être mangés par les loups. Plus tard dans l'après-midi, au sud du champ, apparaît enfin, au loin, l'étendard blanc parsemé d'une multitude de mouchetures d'hermine noires du duc Jean V de Bretagne. Il aura mis le temps, celui qui, de toute façon, n'était pas très chaud pour venir combattre ici les Anglais. À la tête d'une troupe importante de 2000 hommes à pied, il amène aussi 300 putes armoricaines qui se seront fait désirer et qui descendent seulement maintenant des chariots d'intendance en recouvrant leurs épaules d'un indispensable châle jaune. Pendant que les filles errent, tentant de reconnaître quelques corps qu'elles auraient pu croiser avant dans d'autres batailles, Jean V, arrivé trop tard, bras croisés appuyés contre l'encolure de son cheval, observe en hochant la tête le spectacle de l'incroyable défaite. Entre les dorures automnales des deux forêts, une même destinée lie en ce jour les combattants de l'armée des princes. Un capitaine breton va palper en professionnel de la boucherie plusieurs dépouilles nues pour juger de leur rigidité cadavérique, puis vient prévenir le duc. Elles n'ont pas encore beaucoup gonflé. L'abattage doit dater d'hier. Avec notre contingent, on pourrait rattraper le convoi des Anglais pour les combattre. On pourrait. Mais ils font demi-tour et retournent au pas vers la Bretagne. Sous une ondée redevenue virulente, la fatigue incline la tête de Fleur de Lys, seule. Assise sur une barrière, à l'écart, cette jeune femme pâle regarde le champ. Des feuilles folles se plaquent contre elle et la narguent, avec des larmes de pluie dans le vent tenace et monotone. Le jour décline, tout est devenu silencieux. La coureuse de rempart paraît absente. Dorénavant, calme, elle enjambe, pleine d'ennui, des cadavres gisants qui l'ont peut-être baisée. Tout est ruine et deuil. Les cheveux de Fleur de Lys pleurent, épars, autour de son front comme des branches de saule. Ses deux pieds sur des poitrines d'hommes nus et bitalaires qui ne font plus leur fier, elle écarte ses jambes et remonte sa robe à mi-cuisse. Debout, toujours debout, en plein milieu du champ de bataille, Fleur de Lys pisse